magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Un parlement dynamique et moderne, c'est l'objectif à atteindre par les députés togolais en séminaire de formation à Palimé. Ils planchent depuis hier sur les modules en lien avec la gouvernance et l'administration parlementaire. Un centre d'incinération des ordures ménagères à Kakaveli, la structure qui a lancé ses travaux hier, va contribuer à améliorer la santé des populations et l'environnement. En Centrafrique, l'ONU renouvelle le mandat de la MINUSCA. Son mandat renouvelé l'autorise à faciliter l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales prévues en 2020 et 2021. L'association Culture, Paix et Développement a lancé en début de semaine à Lomé le projet d'atelier de formation et de sensibilisation des responsables locaux. Elle entend ainsi contribuer au développement de leur milieu et promouvoir le PND à travers la culture et le tourisme. Pour nous en parler, nous recevons ce samedi M. Kodjo Nubolo, vice-président de l'association, et Bidenim Ngani Abassissou, DG du cabinet Tact Expertise. Et puis, à suivre également dans ce magazine, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Nous le disions en titre, les parlementaires togolais et administrateurs sont depuis hier à un séminaire de formation à Palimé et ils planchent sur des modules en lien avec la gouvernance et l'administration parlementaire pour un développement durable. Il est question à terme pour les députés togolais d'asseoir un parlement dynamique et moderne au service des Togolais. Juliette Kandé. La maîtrise de la logistique et les mécanismes de contrôle de l'action publique, l'organisation de la communication de l'élu parlementaire et sa représentativité, la connaissance des règles de fonctionnement des institutions publiques, la contribution à la mise en œuvre réussie du PND et la contribution au développement durable du pays à travers les politiques publiques sont l'ossature des thématiques qui sont abordées ces 15 et 16 novembre à Palimé. Députée Bonfo Abira, présidente du comité de pilotage du plan stratégique de développement parlementaire. L'Assemblée nationale, à travers son plan stratégique de développement, ambitionne de moderniser toute la représentation nationale et aussi améliorer ses relations avec toutes les parties prenantes externes. Ainsi, l'Assemblée nationale a voulu donner des outils aux députés afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle en tant qu'élus nationaux. Le contrôle parlementaire est l'ensemble des moyens et procédures dont disposent les députés pour analyser, surveiller, discuter et vérifier l'activité du gouvernement dans l'intérêt du peuple. Diri Tama, député à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a une double fonction, la fonction de voter les lois, mais surtout la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Et aujourd'hui, je pense que cet atelier va nous permettre de mieux appréhender cette thématique de contrôle de l'action gouvernementale. Au Togo, on ne voit pas l'Assemblée très présente dans le contrôle de l'action gouvernementale, dans l'interpellation des ministres. Donc je pense que cet atelier va renforcer nos capacités au contrôle de l'action gouvernementale. Cette formation vise à doter la 6e législature de compétences nécessaires à sa mission parlementaire. Yawa Digbori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Loin d'être un simple exercice de routine, le présent séminaire de formation s'offre à nous comme une véritable opportunité, destinée à nous apprendre quelque chose de nouveau, à nous ajouter un plus dans notre manière de travailler, à nous mouler dans une nouvelle vision. C'est la commune de Kloto 1 qui abrite ce séminaire résidentiel des députés. Le maire Winnie Dobaché a salué le choix porté sur sa commune et a promis que tout sera mis en œuvre pour faire de Palimé une ville davantage touristique à la cérémonie de lancement des travaux. Le haut-commissaire qui a à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun va, dans les prochains jours, penser les blessures des communautés et collectivités
où le vivre ensemble est affecté. C'est le village de Djereoué, dans la préfecture de Logou, qui a servi de cadre de lancement à ce volet des réparations qui prendra en compte des mésententes liées aux problèmes fonciers, à la chèvrerie traditionnelle et au déplacement des populations. C'était en présence de plusieurs personnalités dont Nicodème Bariga Monseigneur, président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui, dans son intervention, a exhorté les uns et les autres à un pardon plus sincère pour un vivre ensemble plus harmonieux au Togo. La cérémonie a été présidée par la présidente du Hkroun, Madame Awa Nana Dabouya. Pour une insertion professionnelle de qualité et rapide, le ministère en charge de l'enseignement technique et ses partenaires s'y penchent. Ils ont validé hier à Lomé un document servant de cadre de référence pour les métiers de courte durée. L'un des principaux atouts de ce cursus est l'adéquation entre la formation et les réalités économiques. Geneviève Pognon. Les effectifs sans cesse croissants de diplômés jeunes sans emploi obligent les décideurs à prendre des mesures pour faciliter leur insertion professionnelle, d'où la nécessité d'élaborer ce programme de formation de courte durée. Cette rencontre vient donc à point nommé au moment où le Togo, dans sa politique de développement, met l'accent sur une formation professionnelle des jeunes dans des métiers porteurs. Tiendo Tchalim, directeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous savons que les formations que nous faisons au niveau de notre système d'enseignement technique et de formation professionnelle, ça prend beaucoup de temps. Et pour résorber le chômage dans notre pays, il faut aller vers les formations de courte durée. Nous avons déjà commencé la formation duale qui se passe très bien avec les apprentis scolarisés et non déscolarisés. Mais la formation de courte durée, ça s'étend à tous les niveaux. De prendre quelqu'un par exemple qui a fait une licence, une maîtrise dans une spécialité où il ne trouve pas de travail, il peut venir à notre niveau, il choisit un métier, en 3, 4, 5, 6 mois, 9 mois, on l'a formé et il s'insère sur le marché de l'emploi. C'est en fait l'objectif des formations de courte durée. Ce document, une fois validé, permettra de démarrer la formation professionnelle de courte durée dans les métiers identifiés conformément à la feuille de route issue des travaux. La formation est gratuite et concerne 6 villes, à savoir Tchévié, Kbalimé, Atakbamé, Sokodé, Kara et Dapan. Une mini-centrale solaire a été inaugurée hier à Lomé par les représentants de la République fédérale d'Allemagne et ceux du ministère togolais de l'énergie. Il s'agit d'un système solaire hors réseau qui va alimenter désormais le siège du groupe Kia Energy à Lomé. Amara Moussa. Coupure du ruban symbolique et visite guidée des installations ont été les temps forts de la cérémonie. Tant vaut l'énergie, tant vaut le développement, dit-on. Le gouvernement togolais ambitionne d'électrifier tous les foyers d'ici 2030. Le solaire occupe une place de choix dans cette ambition. La mini-centrale ainsi inaugurée se veut un cadre d'apprentissage et de perfectionnement pour les ingénieurs des énergies futuristes dans la mise en œuvre du projet présidentiel CISO. Professeur Yao Azuma, président directeur général de la société Kia Energy Group. Dans le grand projet CISO du gouvernement, il y a 317 mini-centrales solaires qui sont lancées en termes de projet. Et il y a des mini-kits solaires, il y a des pompages solaires. Et donc, cette centrale va servir en collaboration avec nos partenaires allemands, notamment la Green Solar Academy, pour former des jeunes techniciens togolais et même de la sous-région sur ces futurs systèmes qui vont venir. Parce qu'il faut des gens qualifiés pour pouvoir les installer, faire la maintenance et même opérer ces systèmes. L'installation de cette mini-centrale a été rendue possible grâce au partenariat entre Kia Energy Group et Green Solar Academy, une structure allemande. Viviane Blumed de Green Solar Academy. Pour nous, Kia est un partenaire parfait. Nous sommes un centre de formation bien connu dans l'Afrique du Sud, mais avec Kia, nous avons la possibilité d'offrir les formations aussi ici dans l'Afrique de l'Ouest. Kia Energy Group conçoit et assemble localement des groupes électro-solaires. La société a reçu il y a 1 an le premier prix de la BOAD du Start-up innovant en Afrique de l'Ouest.
L'ONG Planète Vision Suisse, avec l'appui du gouvernement togolais, a initié depuis 3 mois le projet Caravane Optique. Ses membres ont entrepris des visites dans certaines écoles et collèges pour venir en aide aux élèves déficients visuels. Planète Vision Suisse était hier au CG d'Ave-Pozo pour des consultations gratuites. Hilama Biovac, aussi chargé de programme à Planète Vision Suisse. Cette année, par exemple, nous avons déjà examiné 13 200 élèves dans plus de 20 établissements du pays et nous avons offert gratuitement des lunettes à 487 élèves. Comment ça se fait dans la pratique? Tous les élèves réalisent un test qu'on appelle acuité visuelle. Il s'agit de leur montrer un test qu'ils doivent identifier. Donc les élèves qui n'arrivent pas à identifier ce test sont considérés comme déficients visuels. À la suite de ça, ceux-là sont sélectionnés et pris en charge. Ça veut dire qu'on leur fait les analyses nécessaires pour voir s'il s'agit de lunettes médicales qui leur manque ou bien s'il s'agit d'une pathologie à corriger. Après avoir examiné les élèves dans chaque établissement, au bout de 1 ou 2 mois, nous retournons quand même dans ces établissements avec les verres médicaux. Ce projet n'est qu'au début et nous comptons bien avoir accès à tous les établissements du Togo. La prise en charge de l'acuité visuelle concerne pour le moment les établissements publics. Elle s'étendra plus tard aux autres écoles avec pour objectif une génération sans problème visuel au Togo. Lomé accueille les 13 et 14 décembre prochains le Forum de la jeunesse unie panafricaine engagée. L'événement qui bénéficie de l'appui du ministère en charge de la jeunesse est une initiative du mouvement Jeunesse Active pour le développement social. Les participants au forum vont bénéficier et échanger sur l'implication de la jeunesse pour un développement durable au Togo. Kalafei Lamboni Laré, coordonnateur du mouvement. Nous avons 3 panels que nous allons tenir. Le premier panel va consister à voir quels sont les efforts que les religions sont en train de mener aujourd'hui pour pouvoir mettre en place cette bonne base de paix vis-à-vis de la jeunesse. Le deuxième panel sera axé sur le politique en tant qu'acteur, les réseaux sociaux et les jeunes, pour voir quelles sont les dispositions légales qui existent aujourd'hui qui conduisent l'utilisation et l'exploitation des réseaux sociaux pour que ces réseaux sociaux-là ne portent pas atteinte à la jeunesse, surtout en cette période électorale. Le dernier panel va consister à voir les défis de l'emploi aujourd'hui au Togo, puisque nous sommes en train de parler de jeunes. Nous devons essayer de redonner de l'espoir à la jeunesse en leur parlant de l'emploi. Nous invitons les jeunes de toutes les préfectures du nord jusqu'au sud pour pouvoir tenir ce forum. Le centre d'incinération de Kakaveli à Lomé est désormais opérationnel. Les activités du centre ont été lancées hier par Sénévier, une structure spécialisée dans la gestion des ordures ménagères. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet gestion durable des déchets biomédicaux. Dr Fiadjoué Moïse, président de la plateforme du secteur de la santé. Qui dit gestion des déchets des soins médicaux, dit la production de ces déchets. La gestion commence par la production, ensuite par le tri de ces déchets, parce qu'il y a des déchets qui ont un haut risque infectieux qu'on doit mettre à part. Ensuite, il y a la collecte, il y a le transport de ces déchets. Aujourd'hui, nous avons des incinérateurs qui ont été mis à la disposition de nos structures sanitaires togolaises. Il n'y a pas une santé publique et une santé privée à part, il y a une santé tout court. Une signature d'accord entre la plateforme du secteur privé de la santé et les centres médico-sociaux de Kakaveli et de Baguida a mis fin à la cérémonie. La radio de l'Évangile JVA démarre ses programmes de sensibilisation citoyenne dans le cadre de l'appel à projet Média 2019 du ministère en charge de l'éducation et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme en décembre prochain. Ce sera à travers l'émission Devoir du citoyen. Le déroulement, le contenu et les objectifs de l'émission ont été présentés hier à Lomé. Gabriel Ayena, Odette Pira. L'émission Devoir du citoyen va pendant 6 mois inculquer des valeurs civiques, morales et citoyennes à la population. Il sera notamment question, dans le cadre de ce projet, de sensibiliser, d'informer et d'éduquer l'opinion sur 2 thématiques, à savoir le plan national de développement PND et les élections présidentielles. Titus Segla, rédacteur en chef à la JVA, animateur de l'émission. La première partie de notre émission sera consacrée aux responsabilités de la population, des citoyens, avant, pendant et après les élections. Et la seconde partie,
qui sera les 3 derniers mois, sera consacré au PND. C'est la GVA. On parle beaucoup plus de la parole de Dieu. Nous allons expliquer les contours de ce qu'on appelle le PND et notre partition en tant que citoyen dans l'exécution du PND. La particularité que nous avons aussi apportée cette année, chaque numéro de notre émission, nous allons faire un micro-trottoir ou bien un reportage sur le sujet, c'est-à-dire le thème qui sera débattu le jour-là pour avoir l'idée de l'homme de la rue et savoir comment orienter notre émission. L'émission Devoir des citoyens se déroule tous les vendredis de 11h15 à 12h. Elle est interactive et animée alternativement en français et en mina. Une programmation qui porte ses fruits, comme nous le martèle le directeur des programmes, Jack Diakouti. L'impact que nous avons eu l'année passée, nous avons le feedback au niveau des appels téléphoniques, le retour au niveau des auditeurs qui nous disent de continuer dans ce sens. Nous voulons dire ici aux uns aux autres, même sans l'appui du gouvernement, il est important que nous puissions jouer notre partition. La partition de l'éducation, de la sensibilisation et la partition également de la formation. Et c'est dans ce sens-là que nous allons toujours continuer par sensibiliser nos auditeurs pour le bien-être d'abord des populations que nous sommes et pour le bien-être également de notre pays. Outre la JVA, 14 autres médias dont Radio Lomé ont été sélectionnés pour le compte de l'appel à projet Média 2019. Leur mission est de former des citoyens responsables qui participent à l'éducation de la nation. L'opposition malienne a manifesté hier pour que l'armée ait de meilleurs moyens. Les responsables de l'opposition ont dénoncé des détournements de fonds qui empêcheraient l'État de fournir aux militaires des équipements convenables. Le message principal de cette manifestation est le soutien total à l'armée nationale. Pour une armée malienne plus efficace sur le terrain, il faut qu'elle soit équipée et bien équipée d'ailleurs, ont scandé d'autres manifestants. En Algérie, à moins d'un mois de l'élection présidentielle et à l'avant-veille du coup d'envoi de la campagne électorale, les Algériens ont encore manifesté par milliers. Ils demandent un changement du système à la tête de l'État et s'opposaient à une tenue du scrutin dans les conditions actuelles. 5 candidats, dont 2 anciens premiers ministres, sont en lice. Tous sont rejetés en bloc par les manifestants. L'ONU a décidé hier de prolonger le mandat de la MINUSCA pour les élections en Centrafrique. Le mandat de la force onusienne pour la stabilisation de la Centrafrique a non seulement été renouvelé et voté à l'unanimité, un signe d'ailleurs de confiance fort, mais il a été aussi élargi. Bénédicte Kanda. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et le gouvernement centrafricain viennent d'obtenir ce qu'ils avaient demandé de longue date au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils se souvenaient du rôle primordial qu'avait joué la force onusienne dans le bon déroulement des élections de 2015-2016. Pour eux, il fallait s'assurer qu'il en serait de même pour le scrutin de l'an prochain. Selon le mandat de l'ONU, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, peut disposer d'effectifs allant jusqu'à 11 650 soldats et 2080 policiers. Il reste tout de même un défi à relever pour y arriver. Il faudra rassembler les 50 millions de dollars nécessaires pour financer l'organisation des élections, assurer stabilité et transparence. 17 millions ont pour l'instant été déjà versés par l'Union européenne et le gouvernement centrafricain. La MINUSCA sera donc chargée de veiller au bon fonctionnement des élections qui doivent se dérouler dès décembre 2020, les premières depuis la signature de l'accord de paix de Khartoum en février 2019. Depuis, les violences ont considérablement baissé en intensité dans le pays, même si des groupes s'affrontent encore de manière sporadique. Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi que son pays était prêt à travailler avec l'Afrique du Sud pour maintenir et faire progresser le partenariat stratégique global entre les deux pays. Xi Jinping a tenu ses propos lors de la rencontre avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa au Brésil, où les dirigeants des BRICS ont participé au 11e sommet de ce bloc de marché émergent regroupant le Brésil,
la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président chinois a appelé les deux parties à maintenir la communication stratégique, à multiplier les échanges entre les parties et à partager leurs expériences en matière de gouvernance. La Commission européenne a donné lundi son feu vert à la commercialisation du vaccin contre Ebola. Le lendemain, l'Organisation mondiale de la santé OMS lui a accordé sa préqualification. C'est ce vaccin qui est utilisé en RD Congo depuis le début de l'épidémie. Léontine Antogima. RVO, c'est le nom commercial du premier vaccin contre le virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a estimé que celui-ci répond aux normes de l'ONU en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité. Une décision qui ouvre la voie à son homologation définitive dans les prochains mois. Pour se prononcer, l'OMS s'est appuyé sur les résultats de tests menés lors de l'épidémie Ebola en Guinée entre 2015 et 2016. C'est ce même vaccin qui est utilisé depuis mai 2018 en République démocratique du Congo pour traiter les personnes à risque. En presque un an et demi, l'épidémie d'Ebola a tué plus de 2000 personnes dans le pays. Une vaccination officiellement autorisée à titre compassionnel dans le cadre d'une étude clinique. Les données récoltées en RDC ces derniers mois serviront à documenter la sécurité de ce vaccin sur les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants sur lesquels ce produit est expérimenté actuellement. Pour l'instant, l'OMS recommande que le vaccin dans sa version commerciale soit autorisé uniquement pour les adultes de plus de 18 ans. Sur le terrain, des cas de personnes vaccinées ayant contracté la maladie ont été rapportés. Cela s'explique car le vaccin ne devient efficace qu'une dizaine de jours après injection. Deuxième partie de ce journal, l'invité du journal. Les acteurs de tous les secteurs d'activité, les organisations de la société civile et bien d'autres acteurs œuvrent inlassablement aux côtés du gouvernement pour la réalisation du PND, le Plan national de développement. L'association Culture, Paix et Développement contribue, elle aussi, dans l'atteinte de cet idéal. En début de semaine, Culture, Paix et Développement a lancé le projet d'atelier de formation et de sensibilisation des responsables locaux pour le développement de leur milieu à travers la culture et le tourisme. Nous recevons pour en savoir davantage deux invités. Ils nous viennent de l'association Culture, Paix et Développement d'une part et du cabinet Tact Expertise qui appuie le projet d'autre part. Il s'agit de M. Kodjo Nobolo, vice-président de l'association, et de M. Bidenim Ngane Abassi Sow, DG du cabinet Tact Expertise. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, ma première question, elle est adressée à M. Sow. M. Sow, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Bien. Quels sont les domaines d'intervention de l'association Culture, Paix et Développement? Merci, monsieur Etienne. L'association Culture, Paix et Développement, qui a vu le jour en 2017 et qui a eu un récépissé le 5 octobre 2017, a pour but donc de contribuer à la préservation de la paix et donc des conflits à travers différentes thématiques et différents moyens d'action. Elle intervient dans le domaine des arts, de la culture du développement, de la culture de la paix, de l'environnement, la préservation du tourisme local et donc la promotion du développement local. Je vous remercie. Oui, et toujours à vous, la deuxième question vous est adressée, M. Sow. Oui. Pourquoi ce projet et quel est son objectif principal? Merci. L'association Culture, Paix et Développement, en collaboration avec le cabinet Tact Expertise, ont fait un constat. Un constat selon lequel le plan national de développement, qui est un ambitieux projet du chef de l'État, est lancé. Le processus de décentralisation, qui est à terme avec la mise en place des communes et donc des maires, va permettre quand même le développement de nos communautés à la base. Mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons aider ces communautés à la base à se développer? Donc, il y a une nouvelle loi sur les libertés locales qui a été votée
le décret sur les nouvelles communes qui ont conféré un certain nombre de compétences, que ce soit des compétences transférées, partagées ou propres aux collectivités, qui leur permettent donc d'intervenir sur un certain nombre d'axes. Il s'agit notamment de la création, de la gestion et de l'entretien des équipements culturels, donc de la promotion de la sauvegarde du patrimoine culturel local, dans l'organisation des manifestations culturelles, la promotion du tourisme et l'aménagement des sites culturels locaux. Donc l'objectif de ce projet pour nos deux organisations est donc de former, d'outiller les élus, administrateurs locaux et entrepreneurs culturels sur les stratégies techniques qui pourront développer pour la valorisation, l'exploitation des potentialités culturelles et touristiques de leurs territoires respectifs, afin que ces potentialités-là puissent contribuer à la création d'emplois durables et décents, et donc de richesses pour les populations à la base, suivant les axes 1 et 3 du plan national de développement. Bien, merci à vous, M. Sow. Je me tourne maintenant vers M. Noubolo. Et le PND, potentialité culturelle et touristique comme levier de développement local. C'est bien le thème des ateliers de sensibilisation et de formation des élus, administrateurs et entrepreneurs culturels. Je le disais, je m'adresse à vous. Et comment peut-on exploiter ces potentialités du point de vue local pour qu'elles contribuent effectivement au développement des territoires? Monsieur Noubolo. Merci beaucoup. Le projet, donc, comme l'a dit mon prédécesseur, est l'émanation de ce constat-là. Et pour que les potentialités culturelles et touristiques deviennent des leviers du développement local, il va falloir que ces potentialités soient transformées en richesse, c'est-à-dire en opportunités d'emploi et de revenus pour les communautés. Alors, pour que les potentialités deviennent des richesses, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord à les transformer en un produit de consommation. Quand nous parlons de produit de consommation, c'est-à-dire un site ou un événement culturel doit d'abord être inventorié dans les communautés, parce que quand nous parlons de tourisme et de culture, c'est essentiellement l'émanation des communautés à la base. Donc doit être inventorié. Les sites et pratiques et richesses et potentialités doivent être protégés et sauvegardés. Donc c'est en cela que cela devient des produits à mettre sur le marché pour la consommation. Un produit, il faut le commercialiser. Et comme ça se fait dans d'autres secteurs, eh bien au niveau de la culture et du tourisme aussi, exception faite donc de certaines pratiques et autres, il faut donc la commercialisation, c'est-à-dire la valorisation, la promotion et le mettre sur le marché de consommation par les foires, les expositions et autres, pour que cela soit consommé notamment par les touristes et autres acteurs qui peuvent donc les consommer. Et c'est en cela que la consommation va générer des emplois et des revenus au niveau donc de ces communautés. Ce travail-là doit être appuyé par un cadre réglementaire et normatif attractif que les communes doivent mettre en place. Il y a d'abord le processus de formation, c'est-à-dire de renforcement de leur propre capacité qui doit être mise à jour. C'est en cela que le projet a retenu un certain nombre de thématiques, notamment le montage de projets, la recherche de partenariats, la négociation des partenaires dans le cadre de la décentralisation ou bien de la coopération décentralisée. À part cette formation, il faut aussi que le cadre légal, nous l'avons dit, soit promu à cet effet-là. Et enfin, il faut de l'appui de ces communes-là au niveau donc des acteurs que sont les entrepreneurs et autres, un appui technique par rapport à la mise en place des services de développement de promotion touristique et culturelle dans les mairies et autres qui peuvent aider les opérateurs culturels, un appui institutionnel à travers la coopération culturelle décentralisée et un appui financier éventuellement. Oui, c'est très bien exposé. Maintenant, comment comptez-vous vous y prendre pour pérenniser ces acquis? Merci beaucoup. Pour pérenniser les acquis, il faut noter que
tout ce que nous aurons à donner, à partager avec les élus et les administrateurs locaux et les opérateurs culturels et touristiques dans les différentes régions, dès qu'en décembre le projet va s'ébranler, l'équipe va s'ébranler dans nos différentes régions. Après cette formation, pendant 1 an, le cabinet TAS Expertise et l'association CPD vont, à partir des experts qu'elles ont, vont outiller, c'est-à-dire vont apporter leur ingénierie et leur coaching, si vous permettez le terme, pour appuyer nos communes et opérateurs, d'abord à monter concrètement les projets selon les spécificités ou les richesses de leur milieu, à les appuyer donc dans le montage de ce projet pour que ce projet-là soit bancable d'un côté, et aussi à les appuyer dans la recherche des partenariats à travers les accords de coopération décentralisés. Donc c'est ce travail-là que nous allons, c'est cet accompagnement que nous allons leur apporter durant 12 mois à l'issue donc des formations, pour que concrètement ils aient à monter des projets, à négocier des partenariats, à décrocher des financements, à mettre les projets en œuvre au profit donc des populations à la base. Je crois que vous allez toujours garder la parole. Et en quoi consiste, en quoi donc l'appui technique du cabinet TAS Expertise peut-il favoriser la réussite du projet? Je ne sais pas qui prend la parole, Monsieur Sou. Oui, merci Monsieur Etienne. Donc depuis 2016, le cabinet TAS Expertise accompagne les administrations publiques comme privées, les organisations de la société civile, les particuliers dans le développement de leurs projets, donc de l'idée jusqu'à la réalisation. Et c'est dans ce cadre que l'association CPD nous a sollicité pour l'appuyer dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet qui offre donc de nouvelles perspectives pour le développement de nos territoires. C'est-à-dire le cabinet TAS Expertise intervient dans un certain nombre de domaines. Il s'agit bien avant de l'étude, de l'élaboration, du montage, de la gestion de projets, programmes et de politiques culturelles et touristiques. Donc de suivi et évaluation des projets, de l'ingénierie culturelle et touristique, de l'assistance technique à travers la formation, le coaching. Et c'est à ce juste titre que l'association CPD est venue vers nous et nous avons jugé opportun de l'accompagner dans la mise en œuvre de ce projet à travers notre équipe technique et à travers notre expertise pour que effectivement nos communautés à la base puissent être outillées et puissent vraiment participer au développement de leur communauté à la base et donc du territoire national. Donc voilà un peu ce pourquoi le cabinet s'est engagé sur ce projet et nous sommes conscients que cet engagement-là, comme l'a si bien dit M. Noubolo, va s'étendre jusqu'à 2020 parce qu'il y aura une phase de suivi-évaluation. Et c'est vraiment lors de cette phase-là que nous allons accompagner ces acteurs pour qu'ils puissent déjà mettre en œuvre les différents projets, qu'ils puissent mettre en pratique les nouvelles techniques qu'ils auront acquises au cours de la formation pour que déjà leur communauté puisse sentir le travail qui se fait au sein de leur administration pour le développement des territoires. Oui, à l'endroit de nos auditeurs, nous recevons ce samedi M. Kodjo Noubolo, vice-président de l'association Culture, Paix et Développement, et M. Bidenim Ngani Abassissou. Il est le DG du cabinet TAS Expertise. Alors, je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette interview. Alors, est-ce qu'on peut avoir de vous deux un dernier mot à l'endroit de la population, des auditeurs? Merci beaucoup et nous profitons de cette tribune pour remercier d'abord nos partenaires sur le projet. Il s'agit principalement du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs qui a accepté parrainer cette activité, ce projet. Il y a également le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, parce que la cible principale, c'est des élus locaux et des administrateurs locaux. Il y a aussi également le ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme qui assure également l'accompagnement donc dans ce programme-là. Et s'agissant des acteurs, nous voudrons dire que ce n'est que le lancement qui a eu lieu cette semaine.
À partir de décembre déjà, comme nous le disons, l'équipe de formateurs va parcourir le pays à travers les différentes régions pour former essentiellement ces acteurs-là. Nous voudrons dire aux responsables locaux et aux administrateurs que la culture et le tourisme ne sont pas seulement là pour prouver notre identité, notre être et notre humanité. Elles apportent aussi, ces deux secteurs-là, ils apportent aussi beaucoup d'emplois et génèrent beaucoup de revenus lorsque nous savons nous organiser pour cela. Et c'est en cela que nous travaillons. Nous voulons travailler main dans la main avec eux pour y parvenir et pour que nos communautés sentent que la culture peut nourrir son homme, pour que le tourisme génère des revenus et que le développement aussi de l'Afrique et du Togo en particulier passe par la promotion culturelle et touristique. Je vous remercie. Oui, Monsieur Sow, votre dernier mot. Oui, merci, Monsieur Nabédé. Je pense que Monsieur Noubolo a tout dit. Je vais renchérir en disant ce qui suit. Si le gouvernement togolais a inscrit dans son plan national de développement le tourisme et la culture, c'est dire que ces deux domaines sont des secteurs donc pourvoyeurs d'emploi et donc de richesse. Donc c'est à ce juste titre que la mise en œuvre de ce projet va favoriser le développement de nos communautés et donc de mettre la culture et le tourisme dans un même système, puisque la culture et le tourisme s'imbriquent et s'interpénètrent. Donc de faire voir déjà aux communautés que à travers la préservation de leur patrimoine, ils pourront quand même bénéficier des retombées touristiques et donc de développer de nouvelles activités pour le développement quand même de leurs cellules à la base, de leur communauté et donc du développement. Donc je vais finir en disant ceci. La culture est donc au commencement et à la fin de tout processus de développement. Et nous avons besoin quand même de tous ces acteurs-là pour y arriver. Merci beaucoup, M. Nabédé. Et merci à vous, M. Noubolo. Merci également à vous, M. Sow. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Autre rubrique de ce journal, 4 individus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour tentative d'homicide volontaire. Ils ont voulu assassiner un ami afin d'extraire son sang et ses organes. Retour sur les faits avec Hélène Assabidan, Écho du Palais. Les nommés Clélie Adjé, 27 ans, Noubouké Komi, 25 ans, Bédé Comblan, 29 ans et Lombo Kofi, 27 ans, ont prévu assassiner le nommé Donzo Mazamesso, un ami de Noubouké. Dans l'exécution de leur plan d'assassinat, ils ont invité Donzo Mazamesso à venir prendre un pot dans la nuit du 20 octobre 2011. Arrivés dans le bar, ils ont pris 2 bouteilles de bière chacun. Poursuivant leur manœuvre, ils ont demandé à leur ami Mazamesso de les accompagner chez une sœur à Adétikopé. Chemin faisant, ils ont abandonné la nation numéro 1 pour emprunter un sentier et après juste quelques mètres, l'inculpé Clélie Adjé, qui remorquait la victime, s'est arrêté et a obligé cette dernière à descendre de sa moto. À l'arrivée des 2 autres amis de la bande, le nommé Noubouké Komi a sorti de la manche de sa chemise un coupe-coupe qu'il a commencé à asséner à leur victime dans le but de la décapiter. L'objectif étant d'extraire son sang et ses organes pour les vendre à un certain El Hadj, mais grâce à Dieu, Donzo Mazamesso, n'étant pas mortellement touché, a réussi à s'échapper. D'autres investigations ont révélé que ce même groupe a planifié l'assassinat de la nommée Mayaba Sherifa, copine de Noubouké Komi, qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'arrivée inopinée d'une de ses camarades. Aussi bien en enquête préliminaire que pendant la phase de l'instruction, les 4 inculpés ont formellement reconnu chacun des faits à eux reprochés. Ainsi, devant la cour d'assises, Clélie Adjé a été condamné à 18 ans de prison, Noubouké Komi à 20 ans, Bédé Comblan 15 ans et Lombo Kofi 10 ans de prison. Leur avocat, Maître Ferdinand Amazohoun, se dit satisfait. Les accusés ont avoué leur crime, donc il ne peut pas s'agir de les innocenter. C'est de comprendre comment et pourquoi ils sont passés à l'acte et essayer avec les jurés de donner la peine la plus juste possible
Des fois, face à la gravité des faits, on a tendance à surimaginer la peine comme si c'était plus que ça pour faire sortir de la société. Ça n'a pas été le cas. Le procureur lui-même n'a pas été très rigoureux envers eux, c'est-à-dire qu'il a pris le minimum de la peine qui était requis et les jurés ont fait mieux, ils ont réduit pour certaines personnes en fonction de leur degré de participation aux faits. Du sport et du football, les clubs de la division première se donnent rendez-vous ce dimanche dans les différents stades à la faveur de la 5e journée. Au stade municipal de Lomé, l'AS Togoport attend Gomido Zobibi de Palimé. Sibyl Lanson. Dernier au classement avec 1 point, les Portuaires vont essayer de se relancer face aux Showboys de Palimé, 4e avec 6 points. Bafilo verra la confrontation entre Sarah FC de la localité, en bonne forme en ce début de saison, et le promu Ifodje d'Atakpame. AS OTR, 9e au classement, voyage à Kara pour y défier Asco 5e. À Aneho, Bourlesou avec 4 points sera à l'épreuve du champion en titre ASCK. Le leader du moment, Unisport reçoit Ange de Notchin, 10e au classement avec 4 points. Duel sans merci entre Semassi de Sokodé, 6e avec 5 points, et Koroki Metete, 11e avec 3 points. Et puis, les messagers de Fiokpo Maranata, en grande difficulté, accueillent le 2e du championnat, Dito de Lomé. Toujours football, les 2 matchs de barrage du championnat national de la 3e division pour le compte de la saison sportive 2018-2019 se disputent cet après-midi à partir de 15h. Ainsi, à Palimé, Tambo FC de Dacia se mesure à Juventus de Lomé et à Bafilo face à face Tigre Noir de Saint-Cassé et US Agbadi. Toujours football et pour en finir, mais cette fois-ci sur le continent, suite et fin ce samedi de la première journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 avec au programme 2 matchs. En ce moment même, Madagascar joue Éthiopie et à 19h, la Côte d'Ivoire sera face au Niger. Revue de presse pour clôturer cette édition. Le processus électoral en vue de la présidentielle de 2020 continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La période de révision des listes électorales ainsi que le nombre des CELI et des CEAI sont désormais connus. De l'autre côté, dans les rangs de l'opposition, on exige l'arrêt du processus électoral. Autre sujet ayant fait les unes des parutions de la semaine, la visite au Togo de Jack Ma, premier marchand en ligne au monde et fondateur du site internet de commerce électronique alibaba.com. Léontine Atogima. Chaque mois en visite au Togo pour partager son expérience avec la jeunesse, écrit Togo Matin. Le quotidien privé poursuit et indique que le patron d'Alibaba, le géant chinois du commerce électronique, a rencontré de jeunes leaders francophones dont le Togo avec qui il a échangé sur la réussite entrepreneuriale. Commencer petit, exhorter chaque mois à l'endroit des jeunes, renchérit Togo Réveil. L'homme le plus riche de la Chine a également échangé avec le chef de l'État Faure Nsozimna Nyasingbe. Nous voulons croire que nous sommes en mesure de travailler avec les entreprises sur les moyens de paiement électronique pour pouvoir autonomiser les PME, les jeunes, afin qu'ils puissent lutter pour l'avenir, a estimé chaque mois dans les colonnes de Togo Presse. Le président de la République attend également de lui des projets d'investissement dans notre pays, ajoute le grand quotidien national. Processus électoral pour la présidentielle de 2020, le gouvernement a fixé la période de révision des listes électorales et le nombre des CELI et CEAI. Il s'agit au total de 46 CELI créés sur l'ensemble du territoire national en raison de 7 pour la préfecture du Golfe, 2 pour celle d'Aguanivé et d'une pour chacune des 37 autres préfectures, écrit Togo Presse qui mentionne également que les 6 commissions électorales d'ambassades indépendantes CAI créées sont notamment à Paris, Washington, Kinshasa, Libreville, Abuja et Rabat. L'Union pour la patrie abonde dans le même sens et note que pour la révision électorale, 3 jours ont été retenus.
L'ouverture est prévue pour le 29 novembre prochain jusqu'au 1er décembre, date de la clôture, poursuit le bi-hebdomadaire. Cette décision du gouvernement ne requiert pas l'assentiment de certaines organisations de la société civile, en l'occurrence Espérance Togo, qui s'indigne et menace, relève Flambeau des démocrates. Selon l'hebdomadaire, les forces démocratiques demandent expressément au gouvernement de renoncer à ce processus électoral qu'il mène de façon unilatérale en faveur d'un processus consensuel avec tous les acteurs de la vie socio-politique. Flambeau des démocrates ajoute que les forces démocratiques appellent à la mobilisation générale des Togolais pour l'obtention d'un fichier électoral fiable, élément incontournable pour toute élection. Le télégramme abonde dans le même sens et relate qu'Agbeme Kodjo et ses partisans du MPDD incriminent le pouvoir sur les préparatifs de la présidentielle. Ils ont aussi remis un mémorandum sur les insuffisances et dysfonctionnements du processus électoral aux experts de l'ONU. Qu'est-ce que l'opposition espère de la communauté internationale, s'interroge Togo Matin. L'alternative relève dans ce cas un balai de mission de la communauté internationale à Lomé. Chronique de la semaine note tout simplement que l'opposition est dans l'incapacité de trouver un candidat unique, d'où cette exigence de l'arrêt du processus électoral. À défaut donc d'un candidat unique, Monseigneur Kodjo brandit une plateforme revendicative, nous informe le libéral. Sur quoi compte l'opposition traditionnelle divisée pour battre le candidat du parti au pouvoir, se demande la lanterne. La manchette répond, Maître Yaovi Agbouybo du CAR a sa stratégie pour contrer le projet un coup KO du parti UNIR. Pendant ce temps, Togo Matin note une pression dans le camp présidentiel pour le choix de son candidat. Fort Nyasingbe, candidat naturel de UNIR redouté par l'opposition, rassure le professeur Charles Kondi Agba, responsable du mouvement des sages de UNIR, dans les colonnes de Ouara les vainqueurs. Présidentiel de 2020, favori et amuseur de galerie, chacun sait ce qu'il ambitionne, conclut l'humanité. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité d'écoute. Magazine Pluriel, c'est tous les samedis à partir de 12h30.